Bon, les barmen, nous allons passer à la conférence de notre ami Philippe Defay. Alors, je vais intervenir le moins possible. S'il y a 10 personnes qui veulent intervenir en même temps pour les questions, bon, donc je ferai un petit peu l'ordre dans le débat. Donc Philippe va gérer son exposé lui-même. Il est prévu plus ou moins 1 heure d'exposé, mais je ne sais pas, est-ce que c'est interactif ou pas, ton exposé? Non, une partie Tu exposes. expose, mais après, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, 2 mots de présentation sur Philippe Defay, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, j'ai vu qu'il était économiste de formation. C'est juste, Philippe? Voilà. Alors, c'est un des membres fondateurs du Parti écolo. Il a été coprésident d'Écolo. Il a été élu aussi plusieurs fois comme député. Et pendant toutes ces dernières années, il a eu une expérience pratique assez extraordinaire comme président du CPAS de la ville de Namur, puisque les écolos sont associés depuis 2 mandatures à la gestion de la commune de Namur. Alors, en plus de cela, donc Philippe a cédé son mandat de président du CPS de Namur à un certain Thomas, c'est ça? Philippe Noël. À Philippe Noël, oui. Et en plus de ça, depuis pas mal d'années, mais enfin il précisera lui-même éventuellement, Philippe est responsable de l'Institut pour un développement durable. Et dans le cadre de cet institut, il publie très régulièrement toute une série d'études économiques, essentiellement sur la région wallonne et sur des problèmes tout à fait divers et toujours fort intéressants. Je vous signale que sur notre site internet de la locale, c'est www.montigny.ecolo.be. Une réforme fiscale. On n'est pas pour ou contre une réforme des allocations de chômage. On est pour ou contre une réforme particulière, détaillée, spécifique. Et ce que je vais vous faire, c'est ma vision en moi. Et après, si le cœur vous en dit, vous irez voir la vision d'autres. Je pense par exemple à Georges-Louis Boucher, ex-député MR, qui a sa version de l'allocation universelle. Et puis en Flandre, il y a des gens qui ont une version de l'allocation universelle. Et puis il y a aussi des gens comme Matteo Lalouf qui disent que les problèmes que je vais évoquer maintenant, on peut les résoudre autrement. Mais si on a déjà un débat concret, quand quelqu'un, Matteo, dit on va individualiser les allocations sociales, je dis Matteo, d'accord, mais comment est-ce que tu fais? Il ne me répond pas. Et on ne sait pas avoir de débat dans ce cas-là. Il faut être concret. Et donc moi, je vais être concret, très concret. Je vais tout nu. Je vais tout dire. Mais rien à cacher. Et la première chose que je vais vous dire, c'est dans le fond, pourquoi est-ce que je pense qu'il y a des problèmes et pourquoi est-ce que je pense que l'allocation universelle est une réponse à ces problèmes. Je pense que dans notre société, en matière de revenus, il y a aujourd'hui 8 grandes difficultés. Je vais les donner, il n'y a pas un ordre, elles sont toutes importantes. D'ailleurs, à certains moments, elles interagissent entre elles. Je m'explique. On s'arrange avec son patron pour avoir un C4, pour garder cette grosse allocation de chômage, pour ne pas se retrouver tout nu. Et au moins, on a quelque chose pour partir. Moi, d'abord, je viens de... C'est pas clair, c'est pas comme ça que doit fonctionner une société. Si des gens ont envie de changer de boulot, il faut plutôt les encourager. Eh bien, même cette petite porte-là, de demander d'avoir un accord avec son patron pour avoir un C4 pour pouvoir faire autre chose, même cette petite porte-là, elle est en train de se fermer. L'ONEM intensifie ses contrôles sur les C4 pour être sûr que ce ne soit pas des C4 de complaisance.
Je discutais tout à l'heure avec une jeune qui venait me parler justement d'allocation universelle et qui m'expliquait un peu sa situation. Elle a quitté son domicile pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas demander d'ailleurs. Je pense que c'est apparemment des bonnes raisons, en tout cas pour elle. Comment est-ce qu'elle finance ses études? Elle travaille 4 jours sur 6, 4 jours par semaine, plusieurs heures par jour, pour financer ses études. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait que c'était un peu compliqué pour faire ses études. Il y a comme ça plein de gens qui sont dans des situations de transition qui ne sont pas bien organisées dans notre société. Je dirai tantôt si vous vivez des choses comme ça ou si autour de vous on vit des choses. Le deuxième problème, c'est celui de l'absolue nécessité de simplifier notre système social. Il est d'une complexité que vous n'imaginez pas. Au point, aujourd'hui, que dans des CPS, par exemple, on entend des travailleurs sociaux dire à un conseiller, moi je l'ai entendu souvent, écoutez ici, monsieur le conseiller, je suis incapable de dire si monsieur va dépendre de l'INAMI ou de l'ONEM. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? Vous dites à quelqu'un, je ne sais pas de qui vous allez dépendre. Et en attendant, venez au CPS. Quand on a changé la loi sur les allocations d'insertion, ce dont tu parlais, qui a pénalisé énormément de jeunes, je vais y revenir, eh bien, l'organisme qui verse les allocations familiales en Belgique a fait une circulaire de 25 pages pour expliquer toutes les conséquences de ce changement sur qui allait verser les allocations familiales. Je vous invite, vraiment si vous ne savez pas quoi faire, à télécharger cette circulaire et à essayer de comprendre. Et à essayer de comprendre qui verse et quand des allocations familiales pour des jeunes qui dans le temps auraient eu des allocations d'insertion et maintenant qu'ils ne les ont plus. Le problème, ce n'est pas de simplifier pour faire plaisir à des juristes ou à des économistes qui aiment bien des modèles bien clairs et bien simples. Je suis intimement persuadé qu'au plus un modèle est compliqué, au plus ce sont les petits qui en souffrent. Quelqu'un qui a un boulot un peu normal, des revenus à peu près corrects, c'est par hasard, un jour, les allocations familiales ont 1 mois de retard ou 2 mois de retard parce qu'il y a un bug, ce n'est pas gai, mais ce n'est pas dramatique. Si vous êtes au CPS, maman seule avec 2 enfants, et qu'il y a un bug en matière d'allocation familiale, ça c'est dramatique. C'est toujours les petits qui souffrent d'un système complexe. Parce qu'en plus les systèmes sont complexes, au moins on peut répondre à des questions toutes simples, par exemple du genre, tiens monsieur l'assistant social, on me propose un travail, quelles sont les conséquences de ce travail sur mes allocations familiales ou sur telle allocation ou sur les revenus de mon compagnon, etc. Et si on ne sait pas répondre à ces questions-là, excusez-moi, c'est un problème pour ces personnes-là. Troisième enjeu, c'est celui évidemment de la cohabitation. 2 personnes salariées, indépendantes, peu importe, du moment qu'elles ne dépendent pas de la sécurité sociale, elles organisent leur vie comme elles veulent. Comme elles veulent. Elles vont chez l'un, chez l'autre, elles vivent ensemble, ça ne change rien. Et il n'y a jamais personne qui va venir contrôler. Dès qu'il y a dans le ménage une seule personne qui dépend de la sécurité sociale ou de CPS, bonjour les contrôles. Je suis contre ce système. D'abord pour des raisons philosophiques. J'estime que les gens ont le droit de choisir l'organisation de leur vie comme ils l'entendent, sans être ni pénalisés, ni contrôlés. Deuxième raison, je suis contre ce qui se passe aujourd'hui pour des raisons de contrôle, d'égalité. Pourquoi est-ce que 2 salariés peuvent organiser leur vie comme ils veulent et un bénéficiaire du revenu d'intégration qui vit avec un salarié doit commencer à être contrôlé? C'est injuste, c'est inéquitable. Et puis, je vais encore aller plus loin. La vraie raison pour laquelle je pense qu'il faut changer les choses, c'est parce que c'est quoi cohabiter aujourd'hui avec quelqu'un? Je vais raconter une petite anecdote, c'est CPS de Namur.
Une assistante sociale nous dit un jour au conseiller « Je suis sûr que madame vit avec quelqu'un ». Sous-entendu, il dort dans son lit et donc il faut diminuer le revenu d'intégration de madame. On fait venir madame et madame vient avec son monsieur. Et le monsieur dit « Mais oui, je suis chez madame tous les vendredis et tous les samedis et je dors avec elle le vendredi et le samedi. » En fait, ce couple-là, il est représentatif de ce que vivent aujourd'hui des centaines de milliers de couples aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a une relation particulière avec quelqu'un, de quelque nature que ce soit, qu'on vit nécessairement ensemble. C'est quoi vivre ensemble aujourd'hui? Deux jeunes, qui ont tous les deux un cote ou un studio, une fois chez l'un, une fois chez l'autre, et le samedi, on retourne bien sûr chez un des parents, puisqu'il faut bien faire la lessive. Quelqu'un peut-il me dire qui vit avec qui? C'est quoi vivre avec quelqu'un? Cohabiter avec quelqu'un? C'est quoi vivre avec quelqu'un 3 jours et demi plus 1 minute? Tout ça n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut foutre la paix aux gens. Et il faut donc que notre système de revenus s'adapte à cette volonté de foutre la paix aux gens. Quatrième chose que je trouve qui ne va pas du tout aujourd'hui, qui ne fonctionne pas bien dans notre société, c'est comment est-ce qu'on peut libérer toutes les énergies, toute la créativité, toutes les envies que beaucoup d'entre nous, l'immense majorité d'entre nous, portent. Ces envies peuvent être de toutes sortes. Associatif, avoir un projet commercial, vouloir changer d'activité, faire du bénévolat, peu importe. Nous avons tous des projets. Et je suis intimement persuadé que quand les gens réalisent ce qu'ils ont envie de réaliser, quoi que ce soit, c'est plutôt bien pour eux, c'est plutôt bien pour leurs proches, c'est plutôt bien pour la société. Et s'ils vont travailler, ils vont travailler dans de meilleures conditions parce qu'ils ont réalisé dans leur sphère un projet. N'importe quel projet. Là aussi, je suis, excusez-moi, c'est pas parce que je suis ici dans une commune libérale que je dis ça, mais de ce point de vue-là, je suis plutôt libéral. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Et ce que les gens portent et ont l'occasion de faire. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité-là. Et on ne va quand même pas continuer à s'enfoncer dans une société où nous allons devoir attendre 67 ans pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Mais pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire, il faut évidemment faire bouillir la marmite. Bien sûr qu'un certain nombre de personnes n'ont pas l'occasion de faire les choses qu'elles ont envie de faire, parce qu'il faut faire bouillir la marmite. Hein? Bon. Cinquième inquiétude pour moi, on ne va pas y rentrer beaucoup parce que c'est un débat entre économistes, on en entend parler au moins une fois par semaine à la RTBF, c'est comment va évoluer l'emploi dans nos sociétés. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'emploi va souffrir fameusement des innovations technologiques. Fameusement. Hein? Plein de professions. Et je peux vous dire, hein, regardez autour de vous et réfléchissez un peu, tiens, monsieur ou madame que je connais qui fait ceci ou qui cela, quelle pourrait être l'évolution demain de son métier? Je vous donne un exemple. Mécanicien dentiste. Je sais si mécanicien dentiste a été longtemps la porte d'entrée rêvée pour devenir membre de la classe moyenne. Et même parfois la classe moyenne supérieure parce que ça rapporte. Demain, mécanicien dentiste, je peux vous dire qu'il n'y en aura quasiment plus besoin. Hein. Comment est-ce qu'on va faire? Imprimante 3D. Hein. Une imprimante 3D, vous irez chez le dentiste, on dira qu'il faut telle prothèse, et la prothèse, elle va se faire dans le cabinet du dentiste avec une imprimante 3D. Vous n'imaginez pas ce qui nous attend comme révolution. Dans tous les métiers, y compris dans les maisons de repos. Dans beaucoup de maisons de repos, on a introduit maintenant des robots pour faire des médicaments. Pardon? Oui, attends, ok. On reviendra. Oui, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, papa, je en fais. Donc, c'est quoi? Ben, c'est très simple. Dans une maison de repos, en moyenne, il faut 6 heures de travail par semaine, 8 heures de travail par semaine pour faire des médicaments. C'est un boulot stressant. Très stressant. Je peux vous dire que l'infirmière qui fait ça,
c'est stressant. Aujourd'hui, vous avez un robot qui fait ça et qui se trompe moins qu'un infirmier. Voilà. Plein d'endroits. À l'hôpital, restons un instant là-dessus. On est dans vous avez pensé qu'on est dans l'ordre de l'anecdote. Non, nous ne sommes pas dans l'ordre de l'anecdote. Vous savez qu'aujourd'hui, les logiciels d'intelligence artificielle lisent mieux les radios ou les scanners que les médecins radiologues et se trompent moins souvent et voient des choses que le médecin est incapable de voir. Voilà, ok. Donc tout n'est pas nécessairement. Allez, comment ça va? Autre situation, et là je suis sûr que vous connaissez au moins une personne autour de vous qui a rencontré ce problème. Qu'est-ce qui se passe quand on accepte un travail alors qu'on est au chômage ou qu'on dépend du CPS? Qu'est-ce qui se passe dans la bourse des gens? Est-ce que les gens gagnent plus? Ben non. En général, vous gagnez 500 €, vous retirez 500 €. Vous gagnez 700 €, on vous retire 700 €. Ce qui veut dire, et là aussi j'aime bien de le dire à entre guillemets mes amis libéraux, ça veut dire que dans notre société, vous savez, il y a des gens qui sont taxés à 100%. On leur propose un travail, on leur dit vous avez gagné 800, 900, ah bien on vous retire 900 € de votre revenu d'intégration. Et donc il y a des gens qui vont travailler pour rien. On ne peut pas accepter ça. La lutte contre la pauvreté. Et je vais faire le lien ici, un des nombreux liens qu'on pourrait faire avec tout ce que je raconte, c'est, je vous ai parlé tantôt de cohabitation. Quel est le système le plus simple pour des personnes précaires de vivre un peu mieux? Ben, c'est de se mettre ensemble. J'insiste bien, quelle que soit la nature de la relation. Oui, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une question je dors avec quelqu'un ou pas. Non. D'ailleurs, la preuve, il y a des étudiants ou des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent. Et c'est très bien. Et si ces jeunes ont un boulot, on va leur foutre la paix. Mais si malheureusement, un de ces jeunes tombe au chômage, ou un de ces jeunes doit passer par la case CPS, bonjour les dégâts. Et donc on a, et je ne dis pas que tout ça est intentionnel, que c'est nécessairement pour des mauvaises raisons, mais on a construit un système qui décourage les gens de mettre des ressources en commun. Et donc, on rend la vie plus compliquée des pauvres. Parce que si je gagne ma vie, que je vis avec quelqu'un, ou 2, ou 3, ou 10 personnes qui gagnent leur vie comme salariés, je n'ai aucun souci. Je peux être solidaire avec les autres. La société m'autorise à être solidaire. Si je suis pauvre, tchac, on casse. Et puis il y a une dernière raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment faire évoluer notre société, c'est de rapprocher les statuts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a construit la sécurité sociale, les choses étaient relativement simples. Les gens étaient mariés, ils vivaient là où ils étaient domiciliés, ils étaient domiciliés là où ils vivaient, ça durait 40 ans, et en général, il y avait un statut dans le ménage. D'ailleurs, on parlait de ménage de commerçants, ou de ménage de fonctionnaires, ou de ménage d'indépendants, ou de ménage d'ouvriers. Les choses étaient simples. Aujourd'hui, il n'est pas rare, dans un ménage, qui est, par exemple, 4 statuts différents. Vous avez un des 2 parents qui est, je ne sais pas moi, agriculteur, l'autre est enseignant, fait des assurances à titre complémentaire le soir, et le gamin ou la gamine a une allocation d'insertion. Et ce télescopage de statuts ne simplifie pas la vie des gens. Et de toute façon, indépendamment de ça, il y a des gens qui demandent un autre statut. Et de ce point de vue-là, reconnaissons qu'en Belgique, nous ne sommes pas en retard. On a créé un statut assez intéressant, par exemple, pour les artistes. On passe par une coopérative qui s'appelle SMART, pas rentrer dans les détails, et on se rend bien compte, quand on voit des gens comme ça, que notre système de revenus n'est pas adapté à ces évolutions. Voilà, 8 problèmes. Vous me direz tantôt, tiens, il y en a peut-être des plus importants, tiens, ça je ne suis pas d'accord, peu importe, ça c'est votre liberté. Mais,
ce que je dis en général à ce stade-ci, et c'est le deuxième message, c'est est-ce que vous pensez, si vous pensez qu'il y a un vrai problème, quelles sont vos solutions? Là, on parlera tout à l'heure peut-être de la proposition qu'Elio a fait lundi passé, hein, de son bonus social. Est-ce que ce bonus social répond bien, moins bien, à tout ou partie de ces problèmes? Je pense qu'un revenu de base peut répondre à une bonne partie de ces problèmes. Ça, c'est ma conviction que je vais essayer maintenant d'expliciter, de détailler. Alors, on va rappeler, mais vous le savez, c'est quoi un revenu de base, c'est quoi une allocation universelle? C'est bien un revenu qui est donné à chacun d'entre nous, indépendamment de savoir s'il vit avec quelqu'un d'autre ou pas, s'il est marié, s'il vit seul, s'il vit en colocation, s'il vit dans un logement groupé, s'il vit dans une maison d'accueil, peu importe, indépendamment des choix de vie. Vous voyez déjà la différence. Avec un revenu de base, deux personnes précaires, mais pas seulement deux personnes précaires, deux personnes qui ont envie de partager un peu les aspects matériels de la vie, peuvent le faire sans être pénalisés. Est-ce que vous vous rendez compte, hein? Peuvent le faire sans être pénalisés et sans avoir l'assistante sociale ou l'inspecteur de l'ONEM qui viennent voir hein, combien il y a de petites culottes dans la commode et combien il y a de brosses à dents dans la salle de bain. Deuxièmement, c'est un revenu qui est acquis une fois pour toutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ce revenu de base, vous trouvez un emploi à carton qui vous rapporte, je ne sais pas moi, 400 €. Quel est votre revenu à la fin du mois? Le revenu de base plus les 400 €. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si vous êtes au chômage ou au revenu d'intégration? Vous n'avez pas 400 € en plus, hein? Vous avez 0 en plus, puisque vous avez 400 € de salaire et on vous retire 400 € d'allocation sociale. C'est pas, ça paraît comme ça évident, tiens, mais est-ce que vous imaginez en quoi cette proposition est révolutionnaire par rapport à la situation que vivent tous les jours des centaines et des centaines de milliers de personnes dans ce pays? Vous êtes encouragés vraiment à aller travailler, en tout cas financièrement, et vous avez une liberté totale d'organiser votre vie comme vous le souhaitez. Vous faites une expérience de colocation qui dure 3 ans, et puis le groupe se disloque, vous redevenez isolé, ou vous retournez chez vos parents, vous organisez votre vie comme vous voulez. Plus personne ne doit craindre de cohabiter avec quelqu'un. Je donne un exemple très concret. Vous connaissez l'expérience? Un toit 2 âges. Une magnifique expérience qui consiste à mettre en relation une personne âgée avec un étudiant ou une étudiante. Le deal, c'est en général, vous payez un peu moins, voire rien du tout pour votre cote, pour votre logement, et en contrepartie, vous faites des activités, vous mangez de temps en temps avec la personne âgée, vous lui faites ses courses, peu importe. Simplement, vous la rassurez par votre présence. Ce mouvement, un toit 2 âges, cette association, est sollicité aujourd'hui par des personnes qui ne sont pas étudiantes, mais qui sont seules dans la vie, et qui voudraient bien aller vivre avec une personne âgée. Quelle est la réponse, à votre avis, de l'association aujourd'hui? Surtout pas, ne commencez pas ça. Hein? Vous ne savez pas dans quoi vous mettez le doigt? Vous ne savez pas dans quoi vous mettez le doigt? Et donc, voilà un exemple où notre société décourage des solidarités de proximité, ce qu'on appelle en sciences sociales les solidarités chaudes. Bien évidemment, je vais le préciser une fois pour toutes, bien évidemment qu'on va tenir compte de situations particulières.
je sais bien qu'il y a des personnes handicapées dans notre société qui ont besoin, qui ont droit à un statut social spécifique. La question, évidemment, quand on m'a dit ça, oui, mais bien, mais bon, et la sécurité sociale, et combien est-ce que vous allez donner, enfin, combien est-ce que je vais proposer, parce que malheureusement, je ne saurais pas donner l'allocation universelle à tout le monde. Et donc, je dois maintenant faire un pas en plus. Et ce pas est très important, parce que ce que je vais dire maintenant va vous permettre de comparer d'autres projets. Parce que moi, je n'ai pas de souci, il y a d'autres projets. Je ne prétends pas incarner la vérité et avoir reçu la vérité révélée. Comment est-ce que je vois les choses pour mettre en œuvre ce revenu de base? La première chose, ça je dois être très clair, je ne touche évidemment pas aux soins de santé. Mais c'est important parce que mon ami Georges-Louis Boucher, lui, il finance une partie du revenu de base en supprimant ce qu'on appelle les petits risques. Hein? Bon. Pour ceux qui l'ont été, ou qui connaissent quelqu'un qui était indépendant il y a quelques années, à l'époque où les indépendants n'avaient pas les petits risques, allez demander à ces indépendants combien ça coûtait une assurance petit risque. Ça coûte la peau des fesses. Et pire que ça, l'assurance petit risque, ce que vous allez payer à l'assurance ne dépend pas de vos revenus. Petit ou haut revenu, vous payez la même chose pour vous assurer contre les petits risques. Donc je suis radicalement contre l'idée de financer une partie d'un revenu de base par l'argent des petits risques. Ou d'une manière générale des soins de santé. Comme ça, je dis. Deuxième balise que je me suis donnée à moi-même quand j'ai commencé à approfondir l'idée de mettre en place un revenu de base en Belgique, il faut qu'en bas de l'échelle des revenus, tout le monde ait au moins plus qu'aujourd'hui. Plus en argent, on ne peut pas vivre avec 600 euros, hein. On ne peut pas vivre avec 500 euros en Belgique. On ne peut pas vivre même avec 1000 euros quand on est sur ça. Donc, plus d'argent qu'aujourd'hui et plus de liberté. J'aimerais bien, dans l'exercice que je vous proposerai tout à l'heure, il faut se placer dans l'idée où non seulement j'ai de l'argent, mais j'ai aussi plus de liberté, notamment la liberté de décider d'aller vivre avec quelqu'un, sans être pénalisé. Donc c'est la deuxième balise. Première balise, on ne touche pas aux soins de santé. Deux, au moins autant qu'aujourd'hui, en argent, mais plus en liberté. Et puis j'en arrive à la partie philosophique, le petit intermède philosophique de la soirée. Ce qui va déjà vous donner une idée du montant que je propose. Je ne suis pas partisan d'une allocation universelle ou d'un revenu de base qui donnerait assez d'argent pour que quelqu'un puisse s'abstraire de la société toute sa vie. Non pas parce que je me méfie des gens, au contraire, je suis sûr que si des gens avaient un revenu, je ne sais pas moi, tous les mois, 1000 euros, 1200, 1500 euros tous les mois, a fortiori si on habite avec quelqu'un d'autre qui permet de faire des économies, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui feraient un usage très intéressant de cette liberté. Mais la société, elle va continuer à tourner. Quelles que soient les évolutions technologiques, il faudra des infirmières, des enseignants, des policiers, des plombiers, des maraîchers, des conducteurs, de tout ce que vous voulez. La société, elle doit tourner. Et participer à la société est pour moi un droit, mais quelque part aussi un impératif moral. Je dis un droit parce que beaucoup de personnes aujourd'hui souhaiteraient avoir un emploi et n'en ont pas. Mais je pense que chacun d'entre nous a un impératif, un devoir moral de participer au fonctionnement de la société. Parce que l'emploi, quoi qu'on en dise, et c'est pour ça que tant des gens en souhaitent, ceux qui n'en ont pas en tout cas, en souhaitent, ceux qui en ont un, ils voudraient travailler un peu moins, et ceux qui n'en ont pas, ils voudraient forcément en avoir un. C'est des liens sociaux, c'est faire évoluer une société, c'est transformer une société, c'est produire des choses intéressantes. Écoutez, je trouve, quand un maraîcher, je reviendrai tout à l'heure sur cet exemple, quand un jeune maraîcher dans la région de Namur
pense que sa vie à lui, son projet à lui, c'est de faire des légumes. Mais nom de Dieu, c'est extraordinaire. Et je trouve normal qu'il vende ses légumes. Et je trouve normal qu'il reçoive de quoi lui-même vivre avec son activité. Autant je trouve qu'il y a des gens qui font des boulots de merde, et des boulots inutiles, et des boulots nocifs, autant l'emploi en soi, quand il permet de construire une société, mais c'est quelque chose de génial. Quand on va au boulot, on est content de retrouver des collègues, on va faire quelque chose, on construit un projet. Malheureusement, c'est un idéal qui n'est pas accessible, en tout cas pour le moment, à tout le monde. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que mon projet est construit sur l'idée suivante. Je la développe notamment dans le texte de ma réponse à Baclaine. Je pense qu'une vie heureuse, c'est que chacun et chacune ait l'occasion, dans de bonnes conditions, tous les mots que je veux dire ici sont importants et pesés, ait l'occasion, dans de bonnes conditions, de participer à 3 types d'activités. Le travail dans l'emploi, où là, effectivement, il y a des contraintes, il y a des équipes, il y a des horaires, il y a des clients, il y a les stations sociales, etc. Ce qu'on appelle en anglais les activités de care. Care, soin, c'est les activités domestiques, le soin des enfants, les personnes âgées, etc. Voilà. C'est aussi pour ceux qui sont dans le cas, je suis pour le moment, la fameuse génération sandwich, entre les petits-enfants et les parents qui demandent, les parents âgés qui demandent de l'aide. Et puis, le troisième type d'activité, et c'est là évidemment que le revenu de base va prendre toute son importance. Des choses qu'on fait parce que c'est mon projet. C'est mon projet. Et j'insiste encore une fois, peu importe ce que c'est. Alors je ne dis pas qu'on va chacun, à chaque moment de notre vie, faire 3 tiers, 1 tiers pour le boulot, 1 tiers pour les activités de soins, 1 tiers pour ce que j'ai envie de faire. Non, tout ça doit évoluer. Je comprends fort bien qu'un jeune qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de parents malades, etc., consacre plus de temps au boulot. Donc on ne va pas être rigide. Mais sur une vie, on doit avoir l'occasion de faire ces 3 choses. Mais dans de bonnes conditions. Dire aujourd'hui, il y a une maman seule avec des enfants, mais oui, vous pouvez vous arrêter de travailler pour, je ne sais pas moi, suivre les cours de peinture, ou vous engager dans un mouvement social, ou dans un mouvement qui s'occupe de transition. C'est, excusez-moi, c'est une liberté formelle, mais pas une liberté réelle. Comment est-ce qu'on va construire une société pour que chacun d'entre nous puisse accéder dans de bonnes conditions à chacune de ces activités? Ça, c'est mon projet. Et c'est là que le revenu de base dont je vais parler prend toute son importance. Et puis, bien sûr, il y a une dernière précision, c'est plus qu'une précision, c'est un fondement de ce que je propose. Le modèle de revenu de base que je propose ne bazarde pas la sécurité sociale. Ne bazarde pas. Et ça, c'est une différence fondamentale avec Georges-Louis Boucher, qui lui dit 1 000 € pour tout le monde. Et soyons de bon compte, on va y revenir dans le débat certainement. Beaucoup de personnes seraient très contentes d'avoir 1 000 € tous les mois, de manière inconditionnelle. Mais, et c'est là le piège, de mon point de vue, d'abord la première chose, avec ces 1 000 €, vous allez devoir payer une assurance pour les petits risques. Vous avez déjà perdu un certain nombre d'euros. Et puis, qu'est-ce qui se passe si vous êtes malade? C'est 1 000 €. C'est 1 000 €. Il n'y a plus d'allocation d'invalidité, il n'y a plus d'allocation de chômage. Vous vous rendez compte un peu, le piège à con. Bon. Mais, comme ça, c'est attirant. Voilà. Ça me semble, moi, un passage très important pour mon exposé de ce soir. Parce que c'est à partir de là, je pense, qu'on doit avoir des débats. Est-ce que c'est ça le projet de société qu'on a? Eh bien, nous allons atterrir maintenant, bien sûr, parce que certainement beaucoup d'entre vous se demandent avec quel chèque ils vont retourner ce soir. Le modèle que je propose, c'est bien un modèle à revenu de base, un revenu socle,
sur lequel on va construire le reste. L'image est un peu facile, mais enfin, elle a du sens. C'est comme les fondations d'un logement ou d'un immeuble. Personne ne vit dans les fondations, mais s'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'appartement ni de maison. Je propose donc d'accorder à chacun d'entre nous, de manière totalement inconditionnelle, à tous les jeunes de moins de 18 ans, 300 € par mois, qui, comme aujourd'hui, iraient aux parents responsables. Hein. On ne donnera pas nécessairement l'argent aux jeunes. 300 € par mois. 300 € par mois. Et à toute personne de plus de 18 ans, 600 € par mois. Alors je sens déjà des gens qui sont un peu refroidis. Ben oui, je sais bien qu'on ne sait pas vivre avec 600 € par mois. Ah oui? Ah oui? Je vous invite à regarder autour de vous. Je vous invite à aller voir au CPS. Je vous invite à aller voir les statistiques du chômage. Je vous invite à aller voir les statistiques des pensions. Il y a un nombre incroyable de gens qui n'ont pas 600 € dans notre société. Vous n'imaginez pas combien, hein? Vous n'imaginez pas combien de personnes n'ont pas 600 € par mois. Vous voulez quelques exemples? Ben, tous les jeunes qui sortent après leur 24e anniversaire de leurs études et qui ont que dalle, même pas 1 €, zéro, et qui parfois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans vont devoir mendier leur argent de poche à leurs parents avant de trouver un boulot. Tous les étudiants, ils n'ont pas d'argent, pas de revenus. Toutes les chômeuses qui gagnent moins de 600 € par mois, je parle chômeuses parce que dans 90% des cas, c'est des chômeuses. Toutes les pensionnées qui n'ont pas 600 € de pension, je vous invite à les voir. Tous ceux, toutes celles qui vivent dans un ménage où il y a une allocation de chômage, une allocation taux chef de ménage. Le supplément que vous avez parce que vous êtes à la tête d'un chômage ne représente pas 600 €, etc. Mentalement, ces 600 €, tout ce que vous avez, en plus, s'ajoute. Ça veut dire aujourd'hui quoi? Une chômeuse qui a 300 €. Demain, ce sera quoi? Ce sera 600 € plus une allocation de chômage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce ne sera plus nécessairement 300, mais je peux vous dire qu'à tous les coups, elle gagne. Hein. 600 plus une allocation de chômage, c'est plus que 300 €. Hein. Vous pouvez tourner le problème comme vous voulez, c'est plus que 300 €. Vous n'imaginez pas non plus inversement, comme quoi il faut parfois quand même un petit peu tripoter la réalité pour bien faire de bonnes propositions. Vous n'imaginez pas, aujourd'hui, on me dit, oui mais il y a des gens au CPS qui gagnent plus. D'abord, parenthèse, pour les couples, ce n'est pas vrai. Hein. Les couples n'ont pas 2 fois 600 € hein, aujourd'hui. Un cohabitant n'a pas 600 €. Hein. On viendra tantôt sur le problème des isolés, pour lequel il faut évidemment apporter une réponse. Mais beaucoup de ces personnes-là, on dit par exemple de M. X ou de Mme Y, on va prendre l'exemple d'une maman chef de ménage, qui a aujourd'hui 1150 € à peu près, grosso modo. On va lui dire, oui, vous vous êtes donné 600 €. En plus, elle va avoir plus, hein, j'ai expliqué. Vous donnez 600 € à cette madame, c'est une exploitation. Mais on oublie que beaucoup de ces personnes ont un salaire. Mais le salaire bouffe une partie de leur revenu d'intégration. Moi, je connais des tas de personnes à Namur, une fois ou deux d'ailleurs, il y en a une qui est venue travailler chez moi, c'est quoi leur problème? Elles sont seules, elles ont des enfants en charge, elles travaillent en titre-service pour 900 €, elles vont au CPS pour toucher un complément. Demain, malheureusement, je crains fort que les études seront terminées avant que ça n'arrive. Mais imaginez-vous ce que serait votre situation financière si le ou les jeunes qui font des études ont leurs 600 €. C'est cette dynamique-là qu'il faut voir. Je vous ai dit à l'instant que j'allais parler de mon maraîcher, Bruno. Hyper sympa.
un jeune, et vraiment, on voudrait qu'ils soient tous comme ça. Lui, il est dans la transition écologique. Le maraîchage, les terres, les circuits courts, des bons produits. Quel est son problème, maintenant? Son activité, lui rapporte de l'argent, mais 600, 700 ou 800, un peu moins en hiver, même beaucoup moins en hiver, etc. Est-ce que vous vous imaginez ce que pourrait être la situation de Bruno demain s'il était sûr de ses 600 euros? Et ce qu'il gagne s'y ajoute. Mais sa vie est transformée, à Bruno. Bruno, avec ça, il peut commencer. Parce que Bruno, pourquoi est-ce que vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il continue? D'abord, il continue parce qu'il est passionné. Mais parce qu'aussi, il n'a pas encore d'enfant, Bruno. Il n'est pas encore vraiment en ménage, comme on dit. Hein? Là, bien sûr, une copine, mais il n'est pas vraiment en ménage. Mais est-ce que vous imaginez que Bruno peut construire une vie avec 600 ou 700 euros par mois de son maraîchage? Mais non, évidemment. C'est pas avec ça qu'on achète ou qu'on loue, même louer un logement, qu'on fait des enfants, etc. La vie d'eau. Un autre exemple, je parlais de transition tantôt. Je peux citer son prénom, c'est Georges, puisqu'il a été interrogé dans la Gazette locale. Georges a 57 ans. Il dit, j'en ai marre de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je m'inscris au barreau. Alors on peut considérer que c'est fou, qu'est-ce que c'est cette idée à 57 ans? Moi je trouve ça plutôt génial. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auraient envie de faire des choses pareilles. Quel est le problème de Georges? Le problème de Georges, il a encore des enfants aussi, enfin une fille en tout cas aux études. Il a bien sûr une petite indemnité de stage de son maître de stage. Eh bien, imaginez, demain, Georges, ce sera 600 euros, plus son indemnité de stage. Alors, ça ne veut pas dire que pendant son stage, il va se payer une croisière sur le Nil. Mais je peux vous dire que la transition, elle c'est vachement plus facile. Et c'est ça l'exercice que je demande à faire. Demain, les pensions, c'est quoi? Ça préoccupe beaucoup toujours, forcément. Quand on voit la moyenne d'âge en Wallonie, il y a toujours 2-3 pensionnés dans l'Assemblée, et j'en suis un aussi. Comment seront calculées les pensions demain? Tout le monde aura, avant même de commencer, aura 600 euros. Y compris donc toutes les femmes qui aujourd'hui n'ont pas 600 euros. Elles sont sûres au départ d'avoir 600 euros. Les 600 euros sont complétés en fonction de la carrière. Ici, je voudrais expliquer, mais je ne vais pas faire une démonstration au tableau, de toute façon, il n'y en a pas. Je peux vous envoyer mes calculs, mais il y a parfois, notamment Mathéo, qui me répond. Mais monsieur de fait, enfin, il dit Philippe, est-ce que tu luttes contre les inégalités avec ce genre de système? Écoutez, est-ce qu'il faut vraiment avoir fait 5 ans d'études pour comprendre que si vous prenez un paquet d'argent et que vous le distribuez à tout le monde en donnant d'abord 600 euros à tout le monde et le reste de manière proportionnelle, les écarts entre les petites et les hautes pensions sont réduits par rapport à la situation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des pensions de 400 euros, des pensions de 2000 euros, 3000 euros, même plus. Si on prend ce paquet et qu'on le redistribue de manière égalitaire en donnant 600 euros à tout le monde et le reste de manière proportionnelle, on réduit les écarts dans des proportions inimaginables. Et on peut continuer. Regardez autour de vous. Je reprends mon exemple de 2 personnes précaires. Avant toute autre considération, elles se mettent ensemble, elles sont sûres d'avoir 1200 euros auxquels on ne touchera jamais. Vous allez me dire, oui, mais 1200. C'est déjà plus qu'aujourd'hui. Mais je ne veux pas en rester là. Parce que je trouve que c'est pas assez pour vivre à 1200. Surtout si vous n'avez pas un logement social. Si vous avez un logement social, un peu d'aide par-ci par-là, on peut commencer à survivre. Mais ça, c'est indigne dans une société. Mais si cette personne, ces 2 personnes, ont travaillé, elles ont une allocation de chômage et l'allocation de chômage s'ajoute. Ce qui me permet de répondre à
une question qui va peut-être revenir, mais je préfère précéder, comme ça c'est plus clair pour le débat. Si de fait vous parlez d'un revenu de base et vous continuez à parler d'allocation de chômage, oui, bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, ne serait-ce que pour des périodes transitoires. La société va tellement se bouleverser que chacun d'entre nous passera un jour ou l'autre par la case chômage. Et, à mon avis, plusieurs fois sur la vie. Mais je pense qu'il faut continuer à garder une conditionnalité par rapport au travail. On n'est pas encore mieux dans notre société pour dire vous avez de toute façon de l'argent et vous ne devez plus jamais travailler. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut continuer. Si vous voulez un peu plus d'argent, il faut continuer à accepter d'être demandeur d'emploi. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec les méthodes du Forum et de l'ONEM. Ça, c'est un autre débat. Et il doit avoir lieu. Je pense parfois qu'aujourd'hui, on met des gens en emploi dans des conditions inacceptables. Mais le fait de devoir contribuer au fonctionnement de la société, je ne trouve pas ça quelque chose de déshonorant. Au contraire. Il y a tellement de gens qui ont envie de travailler qu'il faut les accompagner. Et demain, ils seront accompagnés. Parce que même 1 euro en plus, eh bien c'est 1 euro en plus. Et pas aujourd'hui 1 euro en plus, 1 euro en moins, 0 balle en plus à la fin du mois. Je vous invite donc à regarder votre carrière, votre vie, vos enfants, votre cousine, le voisin, la voisine, la personne pauvre éventuellement que vous connaissez, et imaginez-vous, est-ce que 600 euros ça change quelque chose? Je suis intimement persuadé que oui. À commencer par toutes les personnes qui pourraient réduire leur temps de travail en gardant ces 600 euros. En gardant ces 600 euros. C'est en général ce qu'on me dit le plus souvent. Maintenant, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des tas de personnes qui me disent, si j'étais sûr d'avoir 600 euros, je réduis mon temps de travail. Et ce que je fais avec ces 600 euros, quand je dis, je ne parle pas de dépenses, le temps que je gagne avec ces 600 euros, je peux les affecter à des choses que j'ai envie de faire. Bon, tout simplement vivre à certains moments, vivre posément. Je peux vous dire que si les gens utilisent bien ce revenu de base, le travail au boulot va en être transformé aussi. Le travail au boulot va en être transformé. Je voudrais ici introduire un dernier débat philosophique, puis j'en ai bientôt terminé. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est sympathique cette idée de l'allocation universelle. » Effectivement, il faut encourager les gens à faire des choses utiles, à participer, à faire du bénévolat, à faire du travail militant, à préparer la transition écologique, à faire des mouvements de quartier, tout ce que vous voulez. Et ils font un pas en plus de dire « Ah, mais c'est une bonne idée, mais on va appeler ça autrement, on va appeler ça revenu de participation. » M'en fous, on peut appeler ça revenu de participation si ça les amuse. Mais ce n'est pas ça qui me tracasse. Ce qui me tracasse, c'est on va donner ce revenu de participation à ceux qu'on estime qu'ils font des choses intéressantes. Ah non, moi, ça non. Ça non. Je ne vais pas remplacer l'inspecteur de l'ONEM et l'assistante sociale du CPS par une police des bonnes mœurs qui va dire « Ah, 2 heures de visite à la prison de... » Comment ici la prison? Ça, allez voir, ça c'est bien. Ça vaut 2 crédits, 3 crédits. Ou animer un comité de quartier qui s'oppose à une construction dans la rue ou à une route, ça, un crédit seulement. Président d'un club de foot, Lucas. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance. Et puis, de nouveau, nous sommes dans l'indicible. Nous sommes dans ce que la société, la condition humaine a de totalement indicible. Je vais vous donner un exemple un peu exagéré. Imaginons quelqu'un qui se retire sous sa tente pendant 6 mois. Il se retire sous sa tente, au sens propre et au sens figuré. On pourrait dire, tiens, ce monsieur, est-ce qu'il a encore droit à son revenu de base, son allocation universelle?
Hein? Quand il a fini de travailler, il se retire chez lui. On ne le voit pas, on ne sait pas ce qu'il fait. Et alors, ce monsieur, peut-être 6 mois après, ou cette madame, 6 mois après, va sortir régénéré, avec un projet, va repartir dans la vie, va animer son quartier, va animer ceci, va venir, peu importe. S'il vous plaît, on ne va pas rentrer dans un... On ne va pas commencer à contrôler ce que les gens font dans leur temps libre pour voir s'ils méritent leur revenu de participation. Faisons confiance aux gens. Faisons confiance aux gens. Je terminerai par là. Je vais me répéter pour être sûr que le message soit bien passé. J'ai commencé avec un certain nombre de problèmes. Allocation universelle, revenu de base, revenu de participation, bonus social généralisé, c'est là-dessus que doit se faire le débat. Est-ce qu'on pense que ce sont des vrais problèmes? Moi, je suis intimement persuadé que ce sont des vrais problèmes, qui sont parfois douloureusement vécus par beaucoup d'entre nous, et que donc le débat doit se faire, est-ce qu'il y a un vrai problème et comment le solutionner? Moi, j'ai proposé ma solution. Et par rapport à cette solution, l'exercice que je vous demande de faire, c'est vraiment pas... je vais en parler bien sûr dans le débat parce que ça va venir. Mais ne vous substituez pas au ministre des Finances. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va taxer comment, comme ceci ou comme ça? C'est important, mais ce n'est pas ça le premier débat. Parce que toute réforme désirable, elle devient finançable. Quand elle est portée par une société, elle devient finançable. La question c'est, tiens, dans ma vie, ma copine, mon copain, mon frère, mon ceci, mon cela, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je vais en tout cas vous donner, et c'est vraiment après ça je termine, Gauthier Vugeux a fait pour la CRF, qui est un mouvement d'animation de femmes rurales, a fait un dossier sur l'allocation universelle où elle est allée interroger des militantes de la CRF. Alors, ce n'est pas tout à fait représentatif parce que beaucoup d'entre elles sont relativement âgées. Mais une grande partie d'entre elles, qu'est-ce qu'elles ont répondu à la question? Tiens, si vous aviez eu un revenu de base tout au long de votre vie, qu'est-ce que vous auriez fait? Eh bien, beaucoup d'entre elles ont dit on aurait fait des études. Alors maintenant, évidemment, plus de jeunes que dans le temps ont l'occasion de faire des études. Mais moi, je constate que beaucoup de jeunes sont frustrés quand ils ont fait leur premier diplôme. Avec 600 € et travailler quelques heures semaine, ils pourraient très bien se payer les 6 mois d'une formation spéciale. Et je suis sûr que chacun d'entre nous a plein de choses qu'il a envie de faire. Et j'insiste encore une fois, peu importe, je ne dis pas aller produire de la drogue, mais pour le reste, que ce soit des activités culturelles, associatives, militantes, nous avons tous envie de faire des choses. On doit pouvoir le faire, dans de bonnes conditions. Je vous remercie pour votre parole. Oui, ça va. Bon, donc on va tout de même faire un petit débat parce que je pense que vous avez été enrichi par Philippe et maintenant Philippe va s'enrichir de vos interventions et de votre débat. Voilà, donc levez la main ceux qui veulent intervenir, poser une question ou alors donner un avis, pas trop long pour permettre un maximum de personnes de s'exprimer. Je partage 99% de ce que vous avez dit, je trouve ça très bien. Mais il y a tout de même un point sur lequel vous êtes passé très vite, c'est un des derniers points. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout ce qui est protection sociale, chômage, y compris pension, etc., tout ça est financé par l'unique produit du travail. Tout le monde sait aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les heures de travail, elles vont aller plutôt à la baisse à l'avenir. Donc on a déjà des difficultés aujourd'hui pour financer ce genre de choses. Elles seront encore plus grandes demain.
et vous venez y ajouter quelque chose que vous n'avez pas chiffré, mais enfin, qui doit être quelque chose d'astronomique, tout de même, les 600 € par personne ou les 300 € pour les moins de 18 ans. Donc ça, là, je reste vraiment sur ma fin. Donc je compte bien vous rassasier, rassurez-vous. Parce que je sais que c'est question. Donc, la première chose, c'est cette note-là, Javier, qui est sur... c'est ma dernière note avec les calculs. Non, de Bachelard, c'est le truc Ah, de d'accord. Bachelard. Donc, je vais t'envoyer ma note complète et tu la mets sur votre site. Oui, mais on l'a mise. Hein. Ah, voilà. On l'a mise elle est sur le site. Bon. Donc la note complète sur le revenu universel est sur le site écolo de Montigny-Pierre. Que les choses soient claires, je suis totalement transparent. Et pour ceux que ça amuse, je leur fournis même des fichiers Excel pour qu'ils fassent eux-mêmes tous les calculs. Je vais répondre d'abord en touche, de manière un peu facile, mais je l'assume. Les questions qu'on me pose à moi sur le revenu de base, elles se posent à tous ceux qui ont envie d'améliorer notre système. Si on veut individualiser, ce que je fais d'ailleurs au travers des revenus, si on veut financer une réduction du temps de travail, si on veut augmenter les minima sociaux, il faut trouver de l'argent. Hein? Et donc, mais je le dis, Mathéo n'est pas là, hein, Elio non plus. Je veux dire, j'en ai parfois un peu marre d'être tout le temps soumis à des questions, comment est-ce que vous allez financer, et les autres, ils peuvent sortir n'importe quoi, on ne leur demande jamais. On n'a pas demandé à Elio comment il finançait son bonus social généralisé. J'étais pas soumis, t'inquiète. Oui, mais t'entends, de toute façon, c'est un peu pour moi. Mais c'est pas pour ça que je ne vais pas répondre à la question. Mais je tiens quand même à le dire. Hein. C'est toujours ce problème, ceux qui viennent un peu à la marge du système, parce que même si l'idée est en train de prendre une vitesse V', on est encore un peu à la marge du système, doivent répondre à toutes les questions, et les autres, ceux qui sont installés, ils peuvent se contenter de sortir une idée au 1er mai pour avoir un titre dans la Gazette ou à la radio. Ou à la télé. 2, indépendamment de ça, parce que ça c'est un peu facile, un petit coup de gueule comme ça, mais Racine, indépendamment de ça, tu as raison de dire que revenu de base ou pas revenu de base, on va vers des difficultés si on ne gère pas l'harmonisation fiscale, si on ne gère pas un certain nombre de flux financiers, si des gros contribuables peuvent aller s'installer en Suisse ou à Haute-Ciplou et échapper, on va de toute façon vers des graves difficultés. Ces difficultés ne datent pas de hier, elles datent d'il y a longtemps. Et si on regarde bien l'histoire, la part la plus importante du financement de la protection sociale, c'est encore les cotisations sociales, mais ça fait longtemps que c'est de moins en moins. Hein? On n'est pas loin aujourd'hui de 30% de la protection sociale qui est financée autrement que par les cotisations. Alors maintenant, la véritable réponse est la suite. La véritable réponse, c'est, pour l'essentiel, je vais utiliser de l'argent qui est là, je vais m'expliquer, qui a à peu près des intentions, des fonctions semblables, mais on va redistribuer ça autrement. Donc je vais prendre l'argent de la sécurité sociale hors soins de santé, hein, tout le monde a bien compris, et bien sûr que je vais aussi aller chercher de l'argent dans ce qu'on appelle les dépenses fiscales. C'est quoi une dépense fiscale? C'est de l'argent qu'on ne prend pas, que l'on ne répond mais qu'on ne prend pas. Exemple, quand vous avez des enfants en charge, vous avez une réduction fiscale pour enfants en charge. Et si tout le monde a 300 € par mois, par enfant, il n'y a plus besoin de réduction fiscale pour enfants en charge. Autre exemple, si chacun a 600 €, il n'y a plus besoin d'allocation de chômage au taux, d'allocation de chômage, je dis bien, au taux chef de ménage, puisque les allocations chef de ménage sont données à des couples où un des deux n'a pas de revenus. Demain, tout le monde a 600 €. Tout ça ensemble, qu'est-ce que ça rapporte? Grosso modo, les détails sont donnés. Hein. Ce n'est pas de l'approximation parce que je n'ai pas fait les calculs, mais c'est pour la facilité d'exposer. Grosso modo, tout ça, on a déjà 90 milliards. Et puis, il manque effectivement 10 à 15 milliards.
où est-ce qu'on va chercher ces 10 à 15 000? Alors la première chose, et maintenant je suis totalement à l'aise pour le dire, je le disais déjà avant, mais maintenant il y a des économistes de la Banque Centrale Européenne qui pensent qu'au lieu de donner tous les mois de l'argent aux banques, ça ne sert à rien en termes économiques, ça disparaît dans la nature, eh bien on pourrait donner cet argent en versant un chèque tous les mois à tous les citoyens européens. Mais ne pensons même pas à ça parce que je ne pense pas que la société soit mûre, même si ça ne pose aucun problème à des économistes sérieux. Où est-ce qu'on irait chercher l'argent? D'abord, on supprime l'avantage fiscal des voitures de société. Désolé pour ceux qui en ont, mais ce n'est pas le système le plus... Vous vous rendez compte, en contrepartie, vous avez 600 € et vous avez 300 € pour chacun de vos enfants. C'est que tous les parents d'enfants n'ont pas 300 € par mois. Aucun n'a 300 € par mois. Même si on additionne les allocations familiales, il faut bien réfléchir un peu à la totalité du système. On va aller chercher un peu d'argent chez ceux qui en ont beaucoup, en gros ceux qui ont des revenus de la propriété. Quand je dis qu'il y en a beaucoup, rassurez-vous, je pense qu'il y a peu de chances qu'il y ait des gens dans la salle qui soient visés par ce genre de réforme. Bon, alors, je sais bien qu'il y a ici tout près, ah oui, parenthèse, comme ça me permettra de le dire, il y a un frère qui n'est pas très loin d'ici. L'évasion fiscale un peu aussi. Pardon? L'évasion fiscale un peu aussi. Oui, évidemment. C'est pour ça que j'aborde Albert Frère. Je ne sais toujours pas, moi, si Albert Frère est encore citoyen fiscal belge. J'ai des doutes, je pense qu'il a ses bureaux ici à Verpine, mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore citoyen fiscal. Mais donc, je donne un exemple. Je sais bien, il est bateau, mais il est tellement vrai. Vous savez, quand Albert Frère, ça remonte à des années, a vendu ses actions Petrofina, tout ça fait un grand groupe pétrolier français, il a fait une plus-value de 40 milliards de francs belges. 1 milliard d'euros. Combien est-ce qu'il a payé sur cette plus-value? Écoutez, même aux États-Unis, on taxe les plus-values. On ne va pas me faire avaler que taxer les plus-values, c'est la fin du monde, la fin du capitalisme. Encore que ça se fait pas plus mal. Mais donc, et puis, il manque encore des raouettes. Et au plus j'avance dans la réflexion, au plus je me dis que l'idée que je vais exposer maintenant est une bonne idée. C'est l'idée de prendre sur chaque transaction électronique un petit chouïa. Mais vraiment un petit chouïa. Vous ne le verriez même pas. C'est comme quand vous achetez une bouteille en plastique, j'espère que vous ne le faites pas souvent. Quand vous achetez une bouteille en plastique, vous payez une redevance. Vous savez ça? Il y a de l'eau pétillante en bouteille de verre. Oui, d'accord. Vous payez une redevance, vous savez ça? Vous payez une redevance de quelques centimes. À fausse plus, exactement. Qui va servir à financer. Bon, ne le vendez pas, c'est pas ça qui vous a apposé. Mais quand je dis sur chaque transaction électronique, c'est sur chaque transaction électronique. Je fais de l'argent au mur, je verse de l'argent à mon propriétaire, je fais un ordre de bourse, ça pour certains d'entre nous. Chaque fois, les entreprises aussi, chaque fois vous avez un chouïa, ça ne va rien changer, mais additionné par des millions et des millions de transactions, des milliards de transactions, ça peut très vite rapporter 1, 2, 3, ça dépend ce qu'on prélève comme ce petit chouïa. Et avec ça en boucle. C'est une autre raison pour laquelle, même si certains me le reprochent, je ne suis pas parti dans des scénarios à 1 000 €, ou il y en a même en Belgique qui proposent une allocation universelle à 1 500 €. Vous vous rendez bien compte. D'abord, les esprits ne sont pas mûrs, et c'est infinançable. Alors, on peut toujours dire, oui, on crée de l'argent, on va chercher de l'argent. Non, attendez, à un moment donné, tant qu'on n'a pas organisé l'harmonisation fiscale, en Europe, on est limité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qui m'amène encore à répondre à une question qui n'a pas été posée. Et qui y a droit? Est-ce que si on fait un revenu de base en Belgique, est-ce qu'on ne va pas être envahi par les Slovènes, les Luxembourgeois? Enfin, je ne pense pas qu'eux, il y a beaucoup de chance. Est-ce qu'Albert Frère aura droit? Oui, alors je vais répondre à Albert Frère aussi. La réponse est très simple.
La réponse est très simple. Et ça, c'est une belle illustration de ce que beaucoup de débats qui se font à l'occasion de revenu de base sont en fait des débats qui peuvent se faire déjà aujourd'hui avec le fonctionnement du système aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un s'interroge, est-ce que les gens qui débarquent en Belgique, ils peuvent aller au CPS comme ça? Ben non, la réponse est non. La réponse est non, on ne peut pas aller au CPS comme ça. Eh bien, demain, c'est la même chose. Et je vais être très clair là-dessus. Moi, je n'ai pas envie de verser un revenu de base à des fonctionnaires européens domiciliés en Belgique. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai pas envie? Parce que je suis raciste ou que je n'aime pas les Slovènes ou les Allemands, non pas du tout. Mais on ne va pas verser un revenu de base à des gens qui s'extraient eux-mêmes de la solidarité collective. Ils paient des impôts et très peu à l'Europe. Et moi, je ne vais pas leur verser de l'argent. Hein. On ne va pas verser de l'argent, je vais être très clair aussi, à des gens, à des travailleurs qui viennent ici d'autres pays, s'ils ne sont pas soumis à la sécurité sociale belge. Par contre, évidemment, comme aujourd'hui, les réfugiés, dès qu'ils sont reconnus réfugiés, mais forcément, comme aujourd'hui, rentrent dans le système. Et alors, la question, c'est un père frère, est-ce qu'ils ont droit? On peut aussi poser la question sur Stevie d'Avignon ou les autres, est-ce qu'ils ont droit à leur revenu de base? Alors ici, on va quand même être un peu adulte. Hein. On va quand même être un peu adulte. On va l'être de deux mains. La première, moi, je peux vous dire que si Albert Frère paie les impôts normalement, il peut l'avoir son revenu de base. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on peut un petit peu réfléchir? Alors moi j'aime bien les symboles. Hein. On ne donne pas 600 € à quelqu'un qui a 1 milliard. Oui, d'accord. Mais si une personne qui a 1 milliard, elle paie un impôt sur la fortune, elle peut l'avoir, hein, son revenu de base. Oui, mais elle ne le paye pas. Quoi? Non, mais ça, de toute façon, il n'y a pas de danger. Albert Frère n'est plus citoyen fiscal, donc il n'aura pas de toute façon. Bon. Hein. Et je ne pense pas que c'est ça qui va le faire revenir. Et la deuxième et ça, première partie, c'est un peu facile ce que je raconte, mais la deuxième partie est plus forte. Et ça mérite un vrai débat. Il faut qu'on refasse entre nous un pacte social pour voir comment est-ce qu'on organise notre société. Quand on parle de société qui protège, qui essaie d'organiser la redistribution des revenus, qui essaie d'être un peu plus égalitaire, il y a deux modèles possibles. Le premier modèle, c'est le modèle belge. Un impôt progressif, et quoi qu'on dise, hein, il est encore très fort, hein, progressif. On arrive très vite à des taux d'impôt relativement importants. Mais en contrepartie, tout le monde a droit aux mêmes avantages. Donc ça veut dire que le minéral est le même, quel que soit votre revenu. Ça veut dire que vous touchez des allocations familiales, mais on est bien dans l'idée d'un équilibre. Quand on a des revenus plus élevés, on paie plus, je ne parle pas des frères, hein, mais des autres, on paie plus. Mais en contrepartie, on reçoit les mêmes avantages que tout le monde. C'est une logique. Ça, c'est la logique de la première. C'est la logique du pacte social de 1940. Et je sais bien aujourd'hui qu'il y a des gens et des pays et des partis qui iraient plutôt vers un autre système. C'est-à-dire, les gens paient moins, voire beaucoup moins d'impôts, mais le minerval dépend des revenus des parents. Ou on ne verse plus d'allocation familiale, comme en France, au-delà d'un certain niveau. Et cette discussion-là, elle va avoir lieu, y compris si on prépare un revenu de base. Si on est dans la première logique, il n'y a pas de souci, un revenu de base, on le donne forcément à tout le monde. Parce qu'on sait qu'on organise la société pour que tout le monde contribue, en fonction de ses moyens. Dans l'autre modèle, ben oui, effectivement. Moi, je reste partisan du premier. Et je pense qu'il faut expliquer, enfin, c'est ma conviction, que dire, et je sais bien que c'est tentant, pourquoi est-ce qu'on verse des allocations familiales à un cadre supérieur? Parce que dans le fond, ce qu'il en a besoin, il gagne, je ne sais pas moi, 4 000, 5 000, 6 000 euros net par mois, il a une voiture de fonction. Pourquoi est-ce qu'on lui verse encore des allocations familiales? Eh bien, il faut continuer à le faire. Parce que c'est un des moyens de garder ce monsieur ou cette madame dans le système. Voilà, ça c'est ma conviction. Mais je comprends fort bien qu'il puisse y en avoir d'autres. On continue, Oui. question. Attends. Là, comme ça on t'entendra.
Bonjour à tous. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans l'exposé que vous nous avez proposé, j'ai entendu les mots projet, j'ai entendu les mots liberté, j'ai entendu les mots conditions des conditions de vie satisfaisantes, dignes, et j'ai entendu l'idée de redonner aux citoyens leur capacité à agir, à exprimer une identité, à exprimer des envies, à être dans la cohésion sociale, à produire de la richesse sociale et à ne pas être dans une peur et dans la souffrance d'une perte d'identité, d'une perte de moyens, d'une perte de reconnaissance, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment, si je ne ferme pas ma gueule, si je n'accepte pas le petit boulot qu'on m'accorde, si ceci, si cela, je suis au chômage, si je suis au chômage, je suis ceci, enfin bref. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de dynamique sociale, de précarité, où l'ensemble des populations sont en train d'être précarisées au fur et à mesure de plus en plus, avec une dualisation pas possible. Enfin, moi, ça m'émeut. Je suis vraiment pour une société où la question de l'identité et de l'expression et du partage et de l'équilibre des richesses se fait. Donc, vous m'avez convaincu ce soir. Je vous remercie et je suis aussi ému que vous. Vous parlez, mais moi je vous ai écouté. Je suis ému aussi par ce que vous avez dit. Parce que je ne vais pas ici. Je vais quand même dire ce que j'ai envie. D'abord, très honnêtement, une partie de ce que j'ai élaboré comme modèle, qui n'est pas la fin du monde. J'ai arrêté de prêcher, je n'ai jamais fait, je ne suis pas ici prédicateur, je n'ai plus rien à gagner. J'ai juste à gagner, j'essaie de faire progresser des idées. C'est vrai qu'une partie importante de ce que j'ai développé comme modèle, c'est à force de voir défiler des gens au CPS. Ça, c'est clair. Et ce que j'ai vu au CPS a été renforcé par d'autres contacts. Je vais donner un exemple parmi beaucoup d'autres. J'ai fait le même genre d'exposé devant des directeurs d'entreprises de formation par le travail, qui portent maintenant un autre nom, et d'OISP. Ça s'appelle CIS maintenant, mais OISP, Organisme d'insertion socio-professionnelle, EFT, Entreprise de formation par le travail. Chaotique, qui, pour certains d'entre eux, ont des problèmes de la solitude, ou en ont eu en tout cas, etc. Et à la fin de mon exposé, ce qui m'a fait le plus plaisir dans les réactions de la salle, c'est quand un directeur a pris la parole et a dit « Nos jeunes passent une partie importante de leur énergie et de leur temps à se battre pour garder 200 euros, ou 300 euros, ou 400 euros. Demain, ces jeunes-là, avec les 600 euros, ça ne va pas être là. Ils ne vont pas faire la fête des nuits et des nuits avec ça. Mais ils peuvent déjà aujourd'hui avoir plus qu'aujourd'hui et avoir cette liberté de se consacrer à leur insertion, à se reconstruire pour beaucoup d'entre eux, plutôt que d'aller passer leur journée au CPS, à l'ONEM, à Dieu de forêt, mais ailleurs, à être contrôlés de manière bête et méchante. C'est ça. Et de nouveau, c'est toujours la même logique, c'est deux jeunes, ils peuvent se mettre ensemble, ils peuvent aller louer un appartement ensemble. Alors vous imaginez, ou bien ils sont coincés chez eux parce qu'ils n'ont pas de revenus, ou bien demain ils peuvent se consacrer à leur formation, à reconstruire des liens, à reconstruire un sens à leur vie, et ils peuvent s'organiser comme ils veulent dans leur vie privée. Voilà. Ça va me permettre, peut-être par rapport à votre réaction, je n'attendais pas ce genre de critique ici, que vous êtes un public ouvert. Mais combien de fois est-ce que j'ai pas entendu? Est-ce que ça va résoudre toutes les situations? Mais non, ça ne va pas résoudre toutes les difficultés. Quelqu'un peut penser qu'une réforme même intéressante du système de sécurité sociale va résoudre. C'est pas parce que demain des personnes précaires vont avoir un revenu de base, qu'ils vont compléter avec un travail à gauche et à droite, que tout d'un coup les enfants vont réussir à l'école. Non, mais il faut le dire. C'est pas parce que demain il y a un revenu de base qu'il n'y a plus de personnes qui seront coincées pendant des années par des problèmes de la solitude.
C'est pas parce que demain, les gens auront une plus grande liberté qu'il n'y aura plus de problème d'endettement. Mais qu'est-ce qui change fondamentalement? Pour CPS de Namur, il y a 80 personnes, je dis bien 80 personnes, dont le seul boulot est de voir est-ce que vous avez droit à un revenu d'intégration, à faire l'enquête sociale, à aller voir avec qui on vit, à aller faire des contrôles, à payer ce qu'on doit, à faire revenir les personnes tous les mois parce que leur situation a changé, à contrôler tous les mois combien est-ce que la personne a gagné comme travailleur intérimaire pour ajuster le revenu d'intégration à 10 centimes près, avec le système que je propose, mais d'autres aussi d'ailleurs. Voilà, 80 personnes. Son chemin. Non, justement, J'ai fait l'allocation universelle. contrairement à Georges Louis, il dit tout ça va permettre de faire, je ne sais plus moi, 500 millions ou 1 milliard d'économies. Moi, je n'ai pas pris cet argent pour financer. Parce que les 80% des personnes du CPS Namur, ils sont occupés aujourd'hui à contrôler, à calculer, à payer, à vérifier, à demander des comptes. Demain, ils seront vachement utiles pour accompagner les personnes en difficulté. Mais dans une toute autre relation. La personne qui va venir trouver une assistante sociale, elle ne va pas venir en ayant la pétoche, tiens, est-ce que je ne vais pas sortir avec mon argent? Est-ce que je ne vais pas sortir avec une sanction? Dans les 80 personnes, il y a environ 60 travailleurs sociaux. Quelques travailleurs sociaux du CPS Namur. Vous savez où je les? Si j'avais moins de choses, je les enverrais. Dans les écoles à discrimination positive. Voilà. Et donc, jamais, il n'y a pas 1 euro dans les calculs qui vient du fait qu'on va faire des économies dans le système de sécurité sociale et dans le système des CPS. Parce que ces gens-là, ils sont vachement utiles, ils pourront faire autre chose. On prend quelques réactions. Bonsoir. Donc, en fait, en France, il y a un système un petit peu comparable que je trouve qui s'appelle l'allocation logement, qui est quasiment généralisé. Et ça a eu un effet positif parce qu'effectivement, ça aide beaucoup de jeunes à payer leur loyer, mais ça a eu un effet négatif qui est clairement une augmentation des loyers. Est-ce que vous n'avez pas, est-ce que dans les chiffres que vous avez donnés, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a une projection de ce que va être cet argent insufflé qui va faire que beaucoup de choses vont augmenter, je dirais, naturellement? Alors, beaucoup de réponses, certaines faciles, certaines moins faciles. D'abord, rappeler qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, une petite dose d'inflation ferait du bien. Une petite dose d'inflation ferait du bien. On en a besoin. Et parenthèse, dans le contexte actuel, quand on voit la richesse de certaines personnes, une petite dose d'inflation, c'est une manière assez subtile d'aller chercher de l'argent chez les hauts revenus. En tout cas, ceux qui ont des grosses propriétés et des gros capitaux. 2, en fait, quand on regarde bien le financement en détail, on n'injecte pas beaucoup d'argent neuf dans le système. On recycle. Mais vous avez raison avec une différence fondamentale, c'est que le système que je propose va donner plus d'argent à des personnes dont on est sûr qu'ils vont consommer l'intégralité de ce qu'ils vont recevoir en plus. Parce que c'est des personnes précaires. Si vous donnez 500 € en plus à un cadre, ça ne va pas servir à la consommation. Vous donnez 500 € en plus à une famille précaire, elle va l'utiliser à des choses essentielles. Voilà. 3, sur le logement, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. C'est des choses que je dois travailler, mais je vais quand même le dire, même si vous pouvez penser que c'est un peu facile de ma part. La question, vous pourriez la poser à toute personne qui vient ici plaider pour augmenter les petites pensions. Hein. Beaucoup de petits pensionnés sont locataires, et vous pourriez poser la même question au monsieur ou à la madame qui va venir dire on va augmenter les petites pensions. Donc je dis, ce n'est pas nécessairement lié, mais vous avez raison, il faut faire quelque chose. Et à 30 secondes, j'ai eu la chance pendant quelques années d'être président bénévole, hein, donc ce n'était pas payé,
président du Conseil supérieur du logement, j'ai regardé quand même pas mal de choses, j'ai appris pas mal de choses sur le secteur du logement. C'est pour moi, et ce n'est pas une remarque politique ici, hein. Je ne suis pas ici en meeting général, de toute façon je ne me présenterai plus à une élection. C'est le grand échec du gouvernement. C'est le logement. C'est l'axe même de la lutte contre la précarité. C'est ce qui bouffe à une partie beaucoup trop importante du budget des ménages. Et un des échecs, c'est qu'on n'a pas accepté, le gouvernement Hollande est incapable, idéologiquement et politiquement, il est incapable d'accepter l'idée de réguler les loyers. Voilà. Et ça, pour moi, voilà, on est ici à l'invitation d'un parti politique, je le dis aussi à mon parti, il faut avoir le courage de sortir du bois en matière de logement. Et en tout cas, au minimum, commencer par ceux qui sont les plus fragiles sur le marché des loyers, c'est-à-dire les personnes seules. Et quand vous regardez bien les loyers, au plus le logement est petit, au plus le prix au mètre carré est important. Hein, il n'est pas rare qu'un logement de 30 mètres carrés, ce soit de l'ordre de 12, 13, 15 euros du mètre carré. Et dans la même, peut-être à 100 mètres de là, vous pouvez avoir une maison de 100 mètres ou de 150 mètres, où le prix au mètre carré sera de 8 ou de 7 euros. Et non seulement c'est eux qui sont les plus fragiles, mais c'est aussi dans ce segment-là qu'il y a le plus d'exploiteurs. Et donc moi j'avais proposé, le Conseil supérieur du logement avait proposé à Furlan de au moins oser une régulation sur les tout petits logements. Parce que c'est inacceptable. Et en même temps, je vais vous dire, pas parce que peut-être il y en a dans la salle qui sont concernés, moi je ne tape pas systématiquement sur les propriétaires. Parce qu'il y a de tout chez les propriétaires. Il y a des gens hyper géniaux avec leur locataire. Mais vraiment, hein, qui renoncent à leur indexation, qui ont des prix corrects, qui donnent des logements corrects pour des prix corrects. Mais il y a des exploiteurs. Voilà. Et donc, c'est ces exploiteurs. Donc, je vais de nouveau un peu caricaturer. Qu'un fonctionnaire, vous allez me dire que je n'aime pas les fonctionnaires européens, c'est pas ça. Qu'un fonctionnaire, parce qu'en général, ils ont beaucoup d'argent. Qu'un fonctionnaire européen paie sa villa du bois marron trop cher, je m'en fous. Hein. Bon. Mais que quelqu'un qui est aidé par le CPS paie 500 € pour un trou, ça c'est un problème. Ça pour moi c'est un problème. Voilà. Alors on peut encore, on va dire, une dizaine de minutes de débat. Malheureusement, on est tenu par des horaires, puisque la dernière fois, on a un peu exagéré, donc mesure un peu de rétorsion. Il n'y a pas besoin, c'est pas très fort. Moi, c'est juste une réflexion en fait. Je pense que. Oui. C'est juste une réflexion en fait. Je trouve que le revenu universel est effectivement une bonne idée, mais que derrière il faut que les choses changent aussi. Parce que si on met le revenu universel comme ça, et que derrière, comme beaucoup de choses ici, on met beaucoup de choses en place, et puis derrière on met rien en place. Je pense à plein de choses. Je n'ai pas d'exemple comme ça concret. Je vais en donner moi-même. Après votre question, je vais en donner moi-même. Et il m'étonne d'ailleurs que la question ne soit pas encore venue. Et l'argument est correct. Si on introduit le revenu de base sans régulation maintenant sur le marché du travail, c'est clair que c'est la porte ouverte à Uber. Hein. C'est pas mon projet de société. C'est pas mon projet. Mais de nouveau, vous allez me dire que je la joue facile ce soir. Quand on nous soit dit, excusez-moi, il n'y a pas d'allocation universelle pour le moment en Belgique, et Uber il est là. Hein. Uber il est là, et Uber et tout le reste. Et ce qu'il y a derrière, hein, Philippe, si je peux me permettre, c'est une des critiques qui est reprise dans la tribune syndicale, le discours d'Alain Louf, c'est que le revenu universel va avoir une pression à la baisse sur les salaires. Bon, alors, je vais maintenant faire une réaction politique. Après, je donnerai. Et maintenant, parler de mobilisation et de citoyenneté, d'engagement, et de projet, et de volonté d'améliorer les choses. Écoutez, n'importe quelle réforme fiscale
Réforme sociale, pardon, elle peut avoir des effets pervers. Tout le monde me parle en permanence, et je pense qu'ils ont bien fait. La réduction du temps de travail en France, c'est 35 heures. Et c'est génial, hein? Tout le monde est content de travailler 35 heures. Sauf qu'une grande partie de ceux qui travaillent aujourd'hui à 35 heures, les cadences ont augmenté. Le stress a augmenté. Hein? Je veux dire par là, quoi? Je veux dire par là qu'il ne faut pas faire une réduction du temps de travail. Je dis par là que des effets pervers potentiels, il y en a dans toutes les réformes. Et puis, et je le dis maintenant, je le dis à Mathéo. Écoutez, si à la fin du 19e siècle, les gens qui ont jeté les bases de la sécurité sociale, s'étaient dit, parce qu'on a le rapport de force, combien ça va coûter? Est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers possibles? On n'aurait pas de sécurité sociale. Hein? On n'aurait pas de sécurité sociale. À un moment donné, il faut avancer, projeter un projet. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Alors je ne dis pas que c'est ce modèle-là, mais il faut être convaincu qu'il faut changer. Il faut d'abord être convaincu. Moi, je ne suis pas sûr que tout le monde est convaincu. Je ne suis pas sûr que tout le monde est convaincu. Parce que très honnêtement, aujourd'hui, malgré la crise, un certain nombre de personnes n'ont pas vu passer la crise. Un certain nombre de personnes dans notre société ne savent pas ce que c'est d'aller au CPS. Un certain nombre de personnes ne savent pas ce que c'est de ne pas toucher ses allocations familiales à la famille. C'est ça le problème aussi. Hein? Donc il faut d'abord être convaincu qu'il faut changer quelque chose. Et puis après, on va construire des rapports de force. Mais si on dit, avant de commencer, on n'a pas le rapport de force, écoutez, si on n'a pas le rapport de force pour la mise en place, de toute façon, on n'a pas le rapport de force pour l'individualisation des droits sociaux, on n'a pas le rapport de force pour aller chercher l'argent chez ADFR, on n'a pas de rapport de force pour faire une réduction du temps de travail. Arrêtons. Et ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que je pense que les contradictions du système sont devenues tellement fortes, tellement visibles, que de toute façon, on va pouvoir changer. Pas d'accord? Moi, je suis tellement d'accord. Pardon? Je dis, je suis complètement Ah, d'accord. Alors, encore deux questions, deux interventions, et après, je vous propose, puisqu'on doit plus ou moins faire le couvre-feu à 10 heures, pour ceux qui veulent encore rester un petit peu, je pense que oui, Philippe restera aussi un petit peu, donc vous pouvez avoir aussi des échanges particuliers avec Philippe. Donc, je vais encore prendre deux questions ou interventions. Oui? C'est plus une petite question, c'est grave. C'est une question d'ordre pratique. Je me dis, si vous voulez rigoler, il va falloir mettre un groupe de travail en place, il va falloir plancher sur ce sujet. Quand je vois par exemple certaines réformes dans l'enseignement qui prennent des années, 10, 20 ans, je me demande combien de temps ça va prendre alors, dans ce cas, pour un projet plus important. Bon, je suis d'accord avec vous. Surtout en communauté française, à un moment donné, les choses prennent toujours énormément de temps. Que répondre à ça? Bon. D'abord, la première réponse, c'est rappeler que la sécurité sociale, en gros, il a fallu 100 ans pour avoir la forme moderne qu'elle a. Donc, on démarre dans les années 1840, on crée la première sécurité sociale, c'est celle pour les fonctionnaires. Dans tous les pays du monde, on a toujours commencé par les fonctionnaires, et bien sûr les militaires et les policiers. Et puis après, il y a eu les mouvements sociaux, il y a eu la mobilisation syndicale, ouvrière, et tout ça pour arriver en 1944. En 1944, date de la 1944, création de la sécurité sociale moderne. Je ne pense pas qu'il va falloir attendre. Pour les raisons que je viens de dire, c'est les contradictions des systèmes. Je suis frappé de voir que même dans d'autres milieux que celui de ce soir, qui a été dans des milieux, je veux dire, des gens plus à l'aise, parfois même des libéraux, quand on évoque les questions comme qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes aujourd'hui, est-ce qu'on peut admettre qu'on va continuer à les fouiller dans la vie privée des gens et faire des contrôles? Eh bien, je suis frappé de voir le nombre de personnes, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour l'allocation universelle, mais qui, il y a un moment donné, les gens voient quand même nos jeunes. Et ça, j'espère que ça commence à faire réfléchir certains parents
qui se rendent compte, mais nous, on a payé des études à la gamin et à la gamine, et ils ne trouvent pas. Et moi, je vois bien qu'ils cherchent. Donc, à un moment donné, on sent bien qu'on est arrivé au bout de notre système. Voilà. Et ça va me permettre de rappeler quelque chose qui est toujours bon d'avoir en tête. En fait, la meilleure image qu'on ait donnée sur les changements sociaux, c'est celle de ceux qui font le siège d'un château fort. Hein, on creuse une galerie, on va déposer des mines en dessous du mur. Et celui qui est au-dessus du fort, autour de guet, il ne voit rien pendant 3 mois. Il ne voit rien, et puis un beau jour, on met le feu aux mines et le mur s'effondre. Eh bien, beaucoup de changements sociaux, c'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est violent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des forces dans la société qui préparent le changement, et puis à un moment donné, le changement s'impose. On ne va pas faire ici du marxisme facile, mais à un moment donné, il y a une nécessité historique. Et les systèmes, nos systèmes, ils changent toujours. Il y a 2 manières de faire changer un système. Soit le choc extérieur, guerre, crise du pétrole, problèmes climatiques, hein, sécheresse, etc. Choc extérieur, ou bien les contradictions du système. Et toute l'histoire de l'humanité, enfin, depuis un certain temps en tout cas, tourne autour de ces 2 moteurs du changement. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Il y a quand même la vitesse de l'évolution technologique. Oui, mais ça peut être considéré, on peut considérer ça comme un choc extérieur qui va nous obliger à nous remettre en cause, ça je peux vous dire. Voilà. Joss, est-ce que tu veux une intervention ou des questions ou je passe à une autre personne, peut-être la dernière? Nous serons confrontés par le problème du logement. Alors on se demande si la lourdeur des files d'attente pour obtenir un logement social, est-ce que le système d'attribution des points, tout ça, est-ce que tout ça ne nécessite quand même pas une réforme pour avoir beaucoup plus d'efficacité et d'avoir une offre mieux adaptée? La réponse est oui, et je vais être plus concret que ça, que de dire oui. Donc la toute première chose à faire en Wallonie, parce que ça c'est une responsabilité régionale, c'est d'arrêter de discriminer les pauvres. Je m'explique. Quand vous êtes un assistant social d'un CPS, vous avez 2 personnes en face de vous. Une a la chance d'avoir un logement social. L'autre pas, on donne exactement la même chose à ces 2 personnes. C'est d'une injustice criante. On ne peut pas accepter une société où 2 personnes précaires, une va payer 180 € dans un logement social et l'autre 450 dans le logement privé. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, la première chose, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui s'est fait en Flandre. En Flandre, toute personne qui a droit à un logement social, mais qui n'y a pas accès parce que la file d'attente est longue, après un certain temps, a droit à une compensation. La compensation, en fait, c'est quoi? C'est une partie de la différence entre ce que devrait payer comme loyer, c'est la main d'argent social, et ce que malheureusement elle est obligée de payer parce qu'elle est dans un système. La deuxième chose, mais je vais essayer je vais me fâcher très fort parce que je ne veux pas en profondeur. Vous savez qu'en Wallonie, pour le moment, le nombre de logements sociaux diminue. Diminue, hein? N'augmente pas au rythme qu'a promis le gouvernement, 6 000 logements. On a construit 6 000 logements. On en détruit pour le moment des logements sociaux. On les vend à un prix inacceptable. Je connais un peu la situation de la Sandrienne. C'est inacceptable. On vend des logements à 60 000, 80 000. Et il y a des gens qui se font... Je ne vais pas dire ce que c'est inacceptable. Hein? Vous vendez ça à quelqu'un qui est un petit peu malin, il te fait une plus-value là-dessus, sans souci, hein? Même après avoir fait des travaux. Hein? C'est inacceptable.
c'est pour moi le plus grand échec de ce gouvernement. Je le dis très franchement. Et tout le monde, on ne peut pas dire ça, que le logement social est mieux. Ça en est très certain. Je peux vous garantir, je viens de sortir une étude, je peux vous garantir que le nombre de logements sociaux diminue. Il y a des gens qui continuent à pontifier dans tous les meetings pour dire qu'il faut plus de logements sociaux. Et on laisse le nombre de logements sociaux diminuer pour l'instant. Mais, pas tout. Comme bien la chose. Le VT n'est pas facile. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir des débats. Il faut avoir des vrais débats. Pourquoi est-ce qu'on diminue le nombre de logements sociaux? Parce que les sociétés n'ont plus assez d'argent et donc doivent vendre. Et une des propositions sur la table était d'augmenter un petit peu les loyers. Évidemment. Ensuite, mesures antisociales, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux une société où on demande 200 € de loyer, mais comme 200 € de loyer, c'est pas assez pour avoir un équilibre, et donc on vend des logements, ou demander un peu plus, 220, 225, et augmenter le nombre de logements? Question difficile, hein. Quand je discute de ça avec Christine Mailly, hein, la responsable des réseaux wallons de lutte contre la pauvreté, c'est une question difficile. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas avoir un vrai débat autour de ça? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux demain dans la société wallonne, c'est toutes les personnes précaires, au lieu qu'il y en ait qui paient 180 € de loyer et d'autres 400, demain tout le monde en paierait 250? C'est difficile, hein, ce que je dis. Mais à un moment donné, alors on peut très bien, on n'a pas le débat en fait. Comme on ne veut pas avoir le débat, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, la Sandrienne, enfin tous les jours j'exagère un peu, mais tous les mois, la Sandrienne vend combien de logements tous les mois? Il y a une page dans le Et donc on a bonne conscience, ça va? On gère une société de logement, et comme tous les partis politiques sont dedans, je peux le dire, on gère une société de logement, on vend, et puis on sort de la société de logement, on va dans un meeting, et on dit qu'il faut plus de logements sociaux. Et on tape bien sûr sur celui qui fait la proposition d'aménager de manière progressive, hein, il ne faut pas brutaliser les gens, d'aménager de manière progressive pour qu'on puisse construire plus de logements. Voilà, c'est mon point de vue. C'est pas facile, hein, ce que je dis ici, je serais, je sais pas moi, à un certain endroit, je me fais taper dessus en sortant. Je propose la dernière question collective. Hein, donc, pour ceux qui savent rester encore un petit peu, il peut y avoir très bien des discussions individuelles entre vous et avec Philippe. Moi, c'est juste une réflexion comme ça. L'allocation universelle, en combien de temps est-ce qu'elle pourrait s'autofinancer avec la consommation qui sera supérieure? Et est-ce que ça serait, dans un certain nombre d'années, autofinançable? Alors, donc, je renvoie à la réponse que j'ai faite tantôt, elle est déjà largement financée. Le petit complément, c'est le genre de choses de nouveau que moi je ne mets pas dans un calcul budgétaire. N'importe quel gouvernement qui fait une réforme fiscale et dit s'il diminue les impôts, les gens vont consommer plus et donc il va y avoir plus de recettes fiscales et j'autofinance ma réforme fiscale. On a vu ce que ça donnait. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas en Belgique? Mais pour une raison, pour un certain temps encore. Alors demain, quand on sera en transition écologique, ça ira mieux. Mais pour un certain temps encore, chaque fois que vous donnez 100 € de pouvoir d'achat en Belgique, il y en a 50 qui partent à l'étranger. C'est pas compliqué, je veux dire. Depuis une voiture, en passant par des voyages, en passant par du matériel électronique, des logiciels, il y a la moitié de ce qu'on consomme qui vient d'étranger. Et donc forcément, ça veut dire qu'une partie importante des retombées économiques se fait ailleurs. Voilà. Donc il ne faut pas construire un modèle comme ça. Il faut construire un modèle qui tient la route, et puis après il faut laisser vivre ce modèle. Bien voilà,
Je tiens personnellement à remercier beaucoup Philippe, parce que je pense personnellement que le débat a été, en tout cas les explications et le débat qui a suivi, a été fort intéressant. Maintenant, ceux qui ont été vraiment intéressés, je vous propose d'applaudir notre... Voilà, donc Philippe est encore à disposition de l'un ou de l'autre. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le document le plus complet sur le revenu universel sur notre site qui est www.montigny.écolo.be.